C'est l'une des affaires les plus retentissantes de ces dernières années en Côte d'Ivoire, les opérations de déguerpissement des quartiers de Bouribana et de la Gesco dans les communes d'Atekoubé et de Yopougon à Abidjan. Les images de dizaines de milliers de personnes jetées dans les rues ont ému l'opinion publique. Les déguerpissements de ces sites sont-ils justifiés? Les familles concernées ont-elles tardé à anticiper malgré les avertissements répétés? Sur ce plateau de la météo politique, trois consultants nous accompagnent pour décrypter le sujet. Jean Bounet, président de l'association Fraternité Ivoirienne pour l'entente et la renaissance en abrégé fier. Il y a des Mimi Georges, expert immobilier agréé, et Florence Davis, président de l'ONG Children's Environment Foundation. Merci à vous d'être là. Merci, monsieur. Alors, je commencerai par vous, monsieur Jean Bounet. On a vu donc des milliers de personnes dans les rues d'Abidjan, bagages sur la tête pour certains qui ne savaient pas vraiment où aller et pour certains qui dorment encore sur les ruines de leurs anciennes habitations. Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Est-ce qu'il fallait s'y attendre? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un spectacle indigne de la Côte d'Ivoire. C'est un spectacle qui nous ramène au plus profond de notre conscience humaine, de se rendre compte que aujourd'hui encore, on est capable de jeter à la rue un certain nombre de personnes de façon indifférente, que ce soit des enfants, des femmes enceintes, des vieillards, sans aucun ménagement. Et c'est triste de constater cela en Côte d'Ivoire. Mimi Georges, vous êtes expert immobilier. Personnellement, quelle impression est-ce que ces opérations-là qui ont été menées dans certains cas de façon tardive, donc nuitamment, qu'est-ce que cela vous a laissé comme impression, comme sentiment? C'est une mauvaise impression que j'ai. Parce que le constat que je fais, c'est que l'effet des surprises n'a pas son sens. La force publique peut avertir, peut informer les gens. D'après eux, les gens ont été informés. Mais la répétition est pédagogique. Même à la veille du déguerpissement, que peuvent des populations désarmées face à la police et à toute l'armée que l'État a en sa possession? Donc l'État pouvait, par respect de la personne humaine, informer pour dire, donner même un chronogramme pour dire tel jour nous serons dans tel lieu et envoyer des délégations pour informer les gens de quitter les lieux. Cet effet de surprise ne se justifie pas. Surtout que les forces sont disproportionnées. L'État ayant la force face à des citoyens qui n'ont pas de grands moyens. Ça veut dire que l'État pouvait aller de main morte, aller doucement avec cette population et procéder aux démolitions. C'est mon avis. Très bien. Alors, Florence Davis, je suppose qu'avec nos autres invités, vous avez été choquée à la vue de ces images. Oui, oui. Bon, le choc, je le vis à chaque instant. Même quand je ferme les yeux le soir, que je réfléchis à ce qui se passe dans le noir avec ces enfants, sans réconfort, les mères et de vieilles personnes que nous avons eu la chance de rencontrer, mais c'est affreux. C'est inhumain ce qui se passe. Et c'est grave pour notre pays, pour l'image de la Côte d'Ivoire que tout le monde connaît. L'image sous notre fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, cette image de Côte d'Ivoire, un pays d'hospitalité, de fraternité, d'union, de paix, c'est quand même triste. Bon, c'est profond. Et cette tristesse, je l'ai matérialisée par cette coiffure. Vous me connaissez, ma coiffure, elle a toujours été classique, un chignon derrière. Mais depuis le début de ces destructions massives, j'ai préféré changer de style, juste pour marquer mon indignation. Parce que c'est très fort et c'est profond.
Alors, je pense qu'il faut aussi préciser que votre ONG s'occupe des enfants déguerpis depuis quelques années, depuis donc les opérations de Koumassi. Jusqu'à aujourd'hui, vous êtes auprès des populations déguerpies donc à la GESCO et à Bouribana. Alors, Jean, je pense qu'il est aussi important de comment faire le point sur la situation des quartiers concernés par ces déguerpissements. Vous avez fait sortir récemment sur les réseaux sociaux un élément vidéo dans lequel vous montriez justement que dans la GESCO, à la GESCO par exemple, plusieurs des habitations démolies avaient été accédées. Et pourtant, malgré tout, les démolitions ont eu lieu. Comment est-ce que cela peut s'expliquer? Ça s'explique par plusieurs facteurs. La précipitation avec laquelle cette opération a été menée, parce que le gouverneur du district a été nommé au cours du discours à la nation du chef de l'État. Il a pris fonction, il a fait sa passation de charge avec l'ancien gouverneur du district le 6, il me semble, le 6 janvier, et il a commencé les démolitions le 27. Donc en moins d'un mois, vous ne pouvez pas préparer une telle opération. Donc ça dénote bien qu'il y a une impréparation. Ça dénote également le caractère solitaire de l'action. Parce qu'il aurait pris la peine de consulter et de travailler en concertation avec notamment le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, le ministère de l'Éducation et d'autres entités. Je pense qu'il n'aurait pas eu cette même approche. Donc il y a une impréparation, il y a une action solitaire et il y a une action inhumaine. Donc c'est ce qui explique la situation dans laquelle il s'est lui-même embourbé, parce qu'effectivement, on a reçu un certain nombre de personnes qui nous ont envoyé la preuve qu'elles étaient détentrices d'un ACD. Nous avons fait vérifier auprès du ministère de la Construction l'authenticité de ces documents. Et effectivement, ces documents sont authentiques. Certains ont été signés par le ministre Bruno Koné. Alors, si dans un pays, un ACD n'a plus force probante, un ACD ne vous garantit pas la pleine possession de votre immeuble, alors il faut commencer à s'inquiéter. Inquiétude partagée, il y a des Georges, vous qui êtes expert immobilier, qui maîtrisez certainement la question. Oui, je suis inquiet parce que si nous-mêmes, qui sommes les acteurs du droit, nous devons fouler aux pieds le droit, c'est malheureux. Le président du district est un docteur en droit. Et quand moi j'étais à l'université, il était assistant. Donc je ne peux pas comprendre que pour une question aussi importante, il n'ait pas consulté les autres ministères. Le ministère de la Construction, c'est le ministère qui se charge de la légalité de l'occupation des sols. Il aurait pu envoyer une petite demande au ministre de la Construction pour que le ministre de la Construction lui envoie un mémo disant que, attention, ce site où vous voulez faire des déguerpissements, c'est un lotissement approuvé et que j'y ai délivré des ACD. Donc, le fait de se faire désavouer publiquement par ces administrations, parce qu'on a vu à la télévision, l'envoyé du ministère de la Construction a dit non, c'est un site approuvé. Et notre ministère y a délivré des ACD. Ils ont demandé au ministère de l'Éducation nationale, non, le monsieur, l'école qui a été détruite a son autorisation. Et il y a des élèves envoyés par l'État. Ça veut dire, comme M. Jean Bonnet l'a dit, c'est une action qui a été faite de façon solitaire. Il n'y a pas eu de consultation. Après, l'un des arguments invoqués par le district donc, au début de l'opération, c'était que ces sites étaient à risque. Non. Vous savez, le district n'est pas mieux placé que le ministère de la Construction pour dire si un site est à risque ou pas. C'est au ministre de la Construction qu'il appartient de dire tel site est à risque. Le district n'a pas la compétence pour dire que ce site est un site à risque. C'est le ministre de la Construction. Est-ce que le district a consulté officiellement le ministère de la Construction? Le désaveu du représentant du ministre de la Construction à la télévision montre que le ministère de la Construction n'a pas été consulté. C'est cela.
Et dans la suite de l'émission, vous verrez. Parce que je ne veux pas anticiper, le désaveu a été plus grand par la mise en place d'une commission par le président de la République. C'est un désaveu. Pour dire que je ne suis pas d'accord avec le district. Je mets en place une commission présidée par le Premier ministre. Donc déjà, les déguerpis, le président de la République a répondu politiquement en mettant en place une commission dirigée par le Premier ministre pour dire, je reconnais que une de mes administrations a mal agi. C'est ça. Quand on va arriver dans les solutions, on vous dira. Le président est dans une posture de reconnaissance du tort qui a été fait. Maintenant, nous, en tant que techniciens, on va dire à la commission ce qu'elle doit faire pour apaiser les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont en pleine propriété, qui sont actuellement qui sont désemparés. Parce qu'elles se disent quoi? Que pouvons-nous contre un État fort? Mais le président, déjà, il a mis le pavé dans la mare en mettant en place une commission qui désavoue le district et dirigée par le Premier ministre. Ça veut dire que le président est prêt pour faire des réparations. Florence Davis, est-ce que certaines familles que vous avez dû approcher depuis cette calamité, on peut qualifier la chose comme cela, est-ce qu'elles vous ont fait part justement de leur désarroi, de leur détresse? Aujourd'hui, elles se retrouvent à la rue sans aucune aide, pratiquement à part quelques gestes faits ça et là de la part de certaines autorités. Comment est-ce qu'elles vivent cette situation? Merci bien pour cette question. Ce que j'ai à vous expliquer ici sur ce plateau, c'est que, je veux dire, ma vie a été destinée à apporter de l'assistance depuis quelques années aux enfants, aux familles en situation difficile. En plus, une difficulté qui est causée par des membres d'un gouvernement. Et ça rend la chose encore plus compliquée, complexe. Nous essayons, avec nos amis, parce que quand on écrit aux institutions sur place, les ministères, aucune institution nationale ne répond au courrier. Alors quand j'ai entendu mes frères dire que oui, effectivement, il a fait, le destructeur a fait le travail tout seul. C'est vrai peut-être, c'est l'image qu'on peut voir et analyser. Mais je ne peux pas, moi, sur le terrain, où j'ai l'habitude de voir des enfants et des personnes dans la rue depuis quelques années, dire que ces institutions ne sont pas informées. Parce que voyez-vous, un jour je cherchais une fille de ménage pour la maison et il y a une jeune fille de près de 16 ans qui vient chez moi et elle me dit qu'elle est intéressée pour le boulot. Je dis non. Tu as quel âge? Elle me dit 16 ans. Je dis mais tu es supposée aller à l'école. Elle me dit oui, mais ma mère a subi un dégagement, un déguerpissement. Elle vendait à l'école, je ne sais pas, à Koumassi dans une école. Et donc, ils ont cassé l'endroit où elle vend. Et donc, elle n'a pas pu m'inscrire. Mais par contre, elle a inscrit mon petit frère qui est au CP, en 6e. Moi, je viens d'avoir mon BPC. J'ai été orientée dans une école, mais je ne peux pas. Et quand je l'ai rencontrée, cette jeune fille, elle avait à peu près... la rentrée scolaire était déjà épuisée. Il nous restait 3 mois pour la fin de l'année. Donc, je lui ai dit, écoute, je ne peux pas... Tu vas rester avec moi, mais l'année prochaine, je ferai l'effort de t'inscrire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi le ministère de l'Éducation nationale. J'ai écrit d'abord, je n'ai pas eu de réponse. Et plusieurs fois, il fallait que j'appelle, je me suis déplacée. Je suis allée même faire du scandale parce qu'aucun, même le directeur de cabinet ne m'a pas reçu, le chef CAB. Je dis, mais c'est un problème assez sérieux. Il a fallu que je menace pour qu'on m'envoie une équipe de 3 personnes pour m'écouter. Alors là, vous estimez que les populations sont à l'abandon? Bien sûr. Malgré les initiatives prises par le chef de l'État dont parlait tout à l'heure Liadé Georges, oui. Cela ne reflète pas
d'après vos convictions, la volonté de l'État de venir en aide à ces sinistrés? Peut-être qu'ils vont essayer cette fois-ci parce que le monde entier est vraiment au courant et peiné pour ce qui se passe. Mais je veux dire, les déguerpissements ne commencent pas dès maintenant. Il y a longtemps que les déguerpissements se sont passés. Il y a beaucoup de familles. Nous avons interpellé plusieurs fois. Il y a eu le cas de Banco 1 et 2 où ils ont mis 4000 personnes dans la rue. Ce n'est pas un site dangereux, non? Et en plus de cela, le ministère de la Construction dont le frère parlait était en train de leur délivrer des documents. Donc c'est un processus qui est en train de se mettre en place. Donc reconnu par le ministère. Et qu'à la dernière minute, on vient les détruire comme ça, sans vraiment leur donner le moyen de les reloger. Et de façon militaire, on envoie les gendarmes, et c'est dommage que ce soit les gendarmes qu'on utilise pour faire ce genre d'opération. Même si on estime que certains ont reçu des dédommagements, on va marquer une pause pour la publicité et on revient juste après. Vous avez une moto, un tricycle, un saloni, une voiture personnelle ou un taxi? Où que vous soyez en Côte d'Ivoire, rejoignez dès maintenant Cell Taxi et Moto en tant que partenaire VTC pour augmenter vos revenus jusqu'à 500 000 francs CFA par mois. Non seulement l'essentiel de la course payée par le passager est remis au chauffeur, mais il peut bénéficier d'un prêt pour réparer ou renouveler son engin. Beaucoup d'autres avantages sont prévus. Pour vous enrôler, rendez-vous dès maintenant à l'agence la plus proche de notre partenaire Celped Finance SA. Pour toute information, appelez le 07 57 36 50 90 ou le 27 22 41 55 85. Puis, téléchargez Cell Taxi Moto et Celped Money. Si vous avez aimé cette vidéo, envoyez-la à tous vos proches s'il vous plaît. Retour donc sur le plateau pour poursuivre nos échanges donc autour de la situation des déguerpis des quartiers de Boribana et de Jesco, mais également d'autres secteurs de la ville d'Abidjan qui ont été touchés par les opérations de démolition menées par le district autonome d'Abidjan. Alors, Jean Bonnet, il y a le 1er mars dernier, le maire de Yopougon, Adama Bictogo, qui, recevant les déguerpis, a promis donc l'aide de sa collectivité. Il a notamment annoncé, entre autres, la création de 2 comités. Un dédié aux locataires et l'autre aux propriétaires de maisons, mais également il a assuré que la mairie paierait l'expertise donc chargée d'évaluer les dommages subis par les populations. Votre réaction justement sur l'attitude de non seulement M. Bictogo, mais également, outre lui, des autorités, comme l'évoquait juste avant Liademi Georges? Disons que le maire de Yopougon a une approche politique, ce sont ses électeurs. Donc, dans un premier temps, il part au plus urgent et c'est ce qui justifie ou motive cette action. Mais il faut inscrire ça dans quelque chose de plus structuré, de plus structurel. Parce que ce qu'il fait, donc, c'est du conjoncturel. Voilà, c'est pour répondre à une conjoncture. Globalement, il y a 2 situations. Il y a la situation de ceux qui ont été expropriés. Parce qu'on exproprie quelqu'un qui a un titre de propriété. On déguerpit quelqu'un qui n'a pas de titre de propriété, donc qui occupe le domaine public. Alors on parle de déguerpissement. Mais quelqu'un qui est sur une parcelle privée, qui a un titre de propriété, un titre foncier, un ACD, on parle alors d'expropriation. Et l'expropriation répond à une procédure juridique très stricte. Voilà. Donc on ne peut pas exproprier quelqu'un comme ça, sinon ce serait un désordre juridique incroyable. Mais même la situation des déguerpis, c'est-à-dire des gens qui sont installés sur le domaine public et qui normalement ne devraient pas y être. Si l'État a le droit de les déguerpir, il faut y mettre de la méthode, il faut y mettre un peu d'humanisme. Moi, quand j'étais au Bénin, j'ai travaillé sur le dossier Biabou 1 et Biabou 2, où les habitants de l'ex-Washington, Gobelé, ont été relogés. Avant d'être déguerpis, on les a recasés. On a construit à Biabou 1, Biabou 2, et ils ont occupé ces logements-là, moyennant un loyer de 10 000 à 15 000 francs par mois. Et tout s'est bien passé. Voilà. Et pourtant, j'ai travaillé sur le pont Riviera-Makori. À l'époque, la Banque mondiale qui finançait une partie de l'opération a exigé que même les femmes qui vendaient la loco sur le trottoir soient indemnisées parce que c'est leur activité. Dès l'instant où l'État a toléré
leur présence, elles ont une espèce de droit acquis. Donc soit c'est un domaine public et vous faites en sorte que les gens ne colonisent pas ces endroits ou ne les recolonisent pas, mais une fois que vous les avez tolérés, ce sont des humains, ce n'est pas des animaux. Il faut faire en sorte que ces gens-là puissent être au cœur de la politique de l'urbanisme qu'on veut mettre en place. Parce que tout ce qu'on fait là, il faut que l'être humain soit au centre de toute activité de développement. Aucune activité de développement ne doit se faire contre l'être humain. Voilà, ce doit être la priorité, la satisfaction de l'être humain, et c'est ce qui a manqué dans un certain nombre d'opérations qu'on a vues ici. Donc, Adama Bictogo fait ce qu'il peut, mais il faut inscrire ça dans un cadre beaucoup plus structuré et structurel. Je sais que vous avez envie de réagir sur la question. Vous avez évoqué tout à l'heure l'approche du chef de l'État qu'il faut-il le rappeler à suggérer de l'humanisme dans la mise en œuvre de ces opérations de déguerpissement. Il y a aussi le fait, justement, nous évoquions également tout à l'heure l'attitude ou la réaction du maire de Yopougon qui se propose à son niveau de consacrer, fait notable, il faut quand même le dire, 5 années de salaire pour soutenir les familles touchées par le déguerpissement. Votre réaction justement à toutes ces... à ce que dit le chef de l'État, ce que aussi propose Bictogo? Ce sont toutes de bonnes initiatives. Mais comme le frère l'a dit, il faut que ça soit dans un cadre structurel et formel. Déjà, le président de la République a mis en place une commission chapeautée par le Premier ministre. Moi, j'estime, pour qu'on soit sérieux, on a déjà entendu ce que le maire de Yopougon a proposé. Mais cet argent et tous ces moyens, j'aurais souhaité qu'il affecte ça à la commission, sous forme d'un chèque, pour dire, nous, mairie de Yopougon, nous donnons par exemple, le salaire qu'il a dit peut se quantifier. Un quantum de 50 à 60 millions à la commission dans le cadre des réparations. Comme ça, l'acte sera plus sérieux et dans un cadre structurel. Le président de la République, comme je le disais, c'est un fin stratège politique. Il a vu l'erreur de l'administration qu'est le district d'Abidjan. En mettant en place une commission chapeautée par le président de la République, c'est une manière de dire, ce que vous avez fait, je n'apprécie pas. C'est une manière de dire aussi au président du district, vous êtes président du district avec le titre, au gouverneur du district, vous êtes gouverneur du district avec le titre, mais moi je mets une commission en place chapeautée par le Premier ministre. Donc, cette commission, que doit-elle faire? Des dommages ont été causés. Il y a des gens qui ont été expropriés à tort. Elle doit d'abord faire la liste de toutes les personnes qui sont en pleine propriété. Son premier travail, avant même de continuer dans leur affaire. On aura l'occasion justement de revenir aux solutions, et justement ça c'est pour tout à l'heure. Mais déjà votre réaction, mais je pense que vous l'avez exprimée. On revient à vous tout à l'heure. Madame Davis, alors là, le maire de Yopougon fait des propositions qu'on peut estimer salutaires. Vous, en tant qu'ONG, vous estimez que quand même un pas est en train d'être franchi? Oui, un pas est en train d'être franchi, mais j'aimerais que ça soit un peu plus visible. Visible en ce sens que les enfants sont touchés. Alors, quand j'étais, les enfants, des élèves et tout ça, qui sont touchés, quand j'ai été sur le site à la GESCO, alors j'ai rencontré des femmes qui m'ont dit qu'elles dorment à la mosquée. Elles dorment chez des voisines, chez des voisins. Mais combien de temps la voisine ou la mosquée va les abriter? Combien de temps va les accepter? Donc, il y a quelque chose de plus fort, de plus concret à poser comme acte. Reloger le plus rapidement possible ces élèves-là avec leurs parents pour avoir un confort éducationnel. Parce que ces enfants-là doivent aller à l'école. On aura une solution tout à l'heure. Justement, voilà. C'est la question qui suit. Après, Jean Bonnet sur le sujet. Justement, vos propositions de solutions face à ce qu'on peut qualifier légitimement de désastre humanitaire.
On estime à plusieurs centaines de milliers le nombre de personnes qui sont aujourd'hui à la rue, même si on affirme ça et là qu'ils ont été avertis pour certains qu'ils n'ont pas voulu obtempérer. Toujours est-il qu'on est devant une situation calamiteuse et que des gens ne savent pas où tourner de la tête. Jean Bonnet, les solutions de Fier justement pour atténuer la souffrance de toutes ces populations? Les solutions, disons qu'elles sont à deux niveaux. D'abord, au niveau national, il faut repenser la politique de développement de la Côte d'Ivoire en la rendant beaucoup plus équilibrée. Pourquoi on a ces bidonvilles à Abidjan? Parce que tout le développement est concentré à Abidjan. Tout le développement est concentré à Abidjan. Donc il faut repenser la politique de développement de sorte qu'elle soit équilibrée et que des gens puissent aller se chercher, comme on dit de façon triviale, à Yamoussoukro, parce qu'il y a des zones industrielles à Yamoussoukro, à Korogo, à Gagnoa, à San Pedro, et que tout le monde ne soit pas obligé de venir à Abidjan. La décentralisation équilibrée. Mais tant qu'on n'aura pas fait ça, les gens vont toujours affluer sur Abidjan. La politique de décentralisation n'est pas une réalité. Aujourd'hui, si vous avez besoin d'avoir une copie de votre diplôme et que vous habitez à Korogo, on vous dira de venir à la DECO Abidjan. Si vous avez besoin de passer un communiqué de la RTI, on vous dira de venir à RTI Publicité Abidjan. Donc tout est concentré à Abidjan. C'est pas viable, c'est pas réaliste. Voilà. Il faut que dans les différentes régions, on ait une politique industrielle, commerciale, artisanale, de sorte que les gens ne soient pas obligés de venir sur Abidjan. Vous voyez, le SMIC, il est aujourd'hui à 75 000 francs. Brut. Ça veut dire, net, les gens sont peut-être à 60 000 francs. Croyez sérieusement qu'avec 60 000 francs à Abidjan, on peut payer un loyer, on peut payer l'eau, on peut payer l'électricité, on peut payer son transport, on peut payer sa nourriture, on peut se soigner. C'est impossible. Et donc, ces gens qui habitent dans ces quartiers, ce sont nos chauffeurs, ce sont nos servantes qui n'ont pas d'autre choix. Parce qu'on ne leur paye pas le salaire qui correspondrait vraiment à leur rendement. Sinon, qui a envie d'aller dormir dans un endroit pareil? Mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Et donc, c'est pour ça que je dis, il faut agir sur la question salariale pour que les gens aient effectivement le salaire qu'ils méritent. Sinon, avec 60 000 francs net, ce n'est pas possible de vivre à Abidjan. Puisque l'on assiste à une sorte de gentrification de la ville d'Abidjan. Et donc, il faut repenser la politique de développement équilibrée au niveau national. Maintenant, au niveau d'Abidjan, je crois que le président de la République a nommé le Premier ministre coordonnateur de cette opération. Coordonnateur, ça veut dire qu'il y aura donc plusieurs structures qui vont être intégrées, donc notamment le ministère de l'Éducation, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, mais au-delà, le BNET, l'Office national de la protection civile, la Commission nationale des droits de l'homme. Bref, c'est vraiment une activité multisectorielle, interministérielle qu'il faut mettre en place pour, au-delà de GESCO, montrer la vision de ce qu'on veut faire d'Abidjan. Sinon, tout ce qu'on va faire, c'est déplacer le problème. Parce que les gens que vous mettez à la rue, nécessairement, ils n'ont pas vocation à rester dans la rue. Ils vont aller recoloniser d'autres endroits et ça n'aura pas réglé le problème. Voilà. C'est immobilier que vous échappez, que c'est votre terrain de prédilection et les solutions techniques. Alors justement, qu'est-ce que vous proposeriez pour régler de façon sur le long terme cette situation? C'est le recasement des populations. C'est vrai, on parle d'indemnisation, mais il faut trouver des sites de recasement. Comme c'est le cas souvent. Oui, il faut trouver. Oui, il faut trouver des sites de recasement. Parce que il y aura la question de l'indemnisation. Les experts immobiliers que nous sommes, nous allons évaluer les dommages qui ont été commis sur les différents sites. Il ne s'agit pas de donner des coûts forfaitaires aux gens alors qu'ils ont déboursé de grosses sommes pour réaliser leur maison. Ça, il faut éviter cela. Enfin, l'argent de toute une vie. Oui, l'argent de toute une vie. Alors, le maire de Tia-Salé, quand il parlait la fois passée, je l'ai écouté, il dit qu'il a rencontré un vieillard qui a fait sa maison et qui a fait beaucoup d'appartements qui étaient en pleine propriété. Le vieux, ils ont rasé toute sa cour. Et il est actuellement, comme on le dit dans le jargon ivoirien, en brousse. Ce vieux-là,
C'est à lui, vous allez aller donner quelqu'un qui a un terrain. Et puis qui a construit toute une concession. C'est à lui, vous allez donner un arrangement de 5 millions. Donc, c'est pourquoi, si nous voulons une justice sociale, il faut que l'on évalue les dommages causés à ces personnes qui souffrent. Si l'État veut négocier, l'État va négocier. Il ne faut pas leur donner des choses à la va t'asseoir. C'est pourquoi je me réjouis de la commission qui a été mise en place et qui va être dirigée par le Premier ministre. Déjà, le président de la République marque sa posture de père de la nation en mettant cette commission en place. Parce qu'au finish, il le sait, au bout des activités de cette commission, c'est d'indemniser les gens. C'est vrai, on peut stratifier les personnes qui ont été enlevées là-bas. Il y a des gens qui sont des déguerpis parce qu'ils étaient sur le domaine public. Ceux-là, on peut voir. Mais il y a des gens qui sont en pleine propriété. Il y a des gens qui sont en pleine propriété avec des ACD. Ces gens-là, il faut le dire, ils vont évaluer les dégâts. Et quand ils vont évaluer les dégâts, comme ils l'ont fait pour la route qui quitte Yopougon, qui passe à Tekoubé, l'État va répondre. C'est pourquoi nous disons, s'il y a des bonnes volontés qui veulent apporter de l'argent, comme le maire de Yopougon, on souhaite qu'il fasse un chèque et qu'il le remette officiellement à la télévision nationale, à la commission mise en place. On verra le sérieux du maire. Sinon, c'est un acte politique qui est louable. Mais il faut qu'il fasse un chèque, il le donne à cette commission pour dire, en tant que maire de Yopougon, ceux qui ont été déguerpis, expropriés, ils sont nos électeurs. C'est la compassion de la mairie de Yopougon et du maire de Yopougon que je suis. Je mets à la disposition de la commission mise en place par le président de la République cette somme-là pour penser aux réparations. Parce que je sais, le président, il a un fonds de souveraineté, il va répondre. Ça, ne soyez même pas surpris. Le fait qu'il ait mis cette commission en place, il a un fonds de souveraineté, il va répondre et c'est un acte politique qui va le grandir. Lui, il est dans une posture de calme. Hein. Après le gain de la Cannes, après la victoire à la Cannes, il a fait une libération de prisonniers. Et là, il va se comporter en bon père de famille en envoyant l'argent pour dire l'État a gâté, il faut que l'État répare. Certainement, il faut s'y attendre. Alors, Florence Davis, on va conclure avec vous sur ce sujet. Dans l'attente justement de la réaction, d'une réaction plus concrète, plus pertinente des autorités, comme l'ont évoqué tout à l'heure Jean Bonnet, il y a des Mimi Georges, qu'est-ce qu'en tant qu'ONG vous préconisez pour gérer la situation de ces familles-là, aujourd'hui dans le quotidien? Là sur les ruines de leur maison, ceux qui refusent de partir, ceux qui n'ont nulle part où aller, comment est-ce qu'on leur permet de gérer l'entretemps? Merci pour la question. C'est vrai que c'est l'essentiel, l'élément clé d'après le dégât. Qu'est-ce qu'une ONG peut faire? Vous comprenez qu'une ONG est là pour soutenir le gouvernement dans leurs actions. Et en même temps, il faudrait comprendre qu'une ONG, quelle que soit sa capacité financière, ne peut pas mettre à disposition un montant assez suffisant pour tous ces membres de déguerpissement, pour ces déguerpis qui sont en détresse. J'ai eu, par l'intermédiaire d'une autorité internationale, qu'il y avait à peu près 300 000 personnes dans la rue. Imaginez-vous qu'une ONG peut accompagner 300 000 personnes. Ce n'est pas un désastre naturel provenant d'un éboulement ou d'un effet naturel. C'est un fait bien pensé. Vous comprenez? Bien réfléchi de détruire. Et nous, ça nous peine. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire en tant qu'ONG? Nous avons une petite marge de notre capacité à soutenir. C'est une proposition que vous feriez à l'État? À l'État, voilà.
Et donc la question, j'allais le dire, c'est vrai, les ONG peuvent accompagner, mais ce n'est vraiment pas suffisant. Ce que nous demanderons au gouvernement, aux membres du gouvernement et surtout à celui qui est au devant de ces actions, de reviser sa façon de faire. Parce que le développement est pour tous et pour chacun. Parce que quand on voit un déguerpi, là aujourd'hui, avec toutes ces constructions qui sont en train de se faire, quel effet est-ce que ce déguerpi la pense de toutes ces constructions, sachant que moi, qui suis quand même, ou même un exproprié, j'ai travaillé très dur pour avoir ma maison, et puis pour des problèmes de développement, on me détruit, et en me donnant certainement un délai d'une semaine, de 2 semaines, parce que moi-même, qui vous parle là, j'ai été déguerpi. Ma société, j'ai reçu un délai de 11 jours. Qu'est-ce qu'une société peut faire en 5 à 11 jours pour se reloger? Alors finalement, et donc, pour permettre à ces personnes de gérer le quotidien, disons de tenir dans le quotidien, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple? Ce que nous pourrions faire, c'est d'encourager le maire, nous aussi également les ONG et même des particuliers, comme la dernière fois j'ai fait une vidéo, j'ai interpellé toute la nation ivoirienne à pouvoir donner un coup de main à ces personnes, comme à Koumassi par exemple, sur le site qui a été déguerpi en 2021-2022, les voisins étaient obligés de compatir. Ils amenaient de la nourriture et même nous-mêmes, on amenait des sacs de riz parce qu'ils sont déguerpis, mais ils avaient quand même des ustensiles de cuisine pour préparer et tout ça. Et donc, à l'approche des fêtes et au quotidien, les ONG apportaient de la nourriture. Mais le plus important, ce n'est pas forcément la nourriture dont ils ont besoin. Je reviens encore sur le cas du relogement rapide, et ça c'est possible sur le même site. Reloger les gens avec le matériel de confection rapide, comment on appelle ça? Vous êtes voilà, ou des tentes, ou même encore autre chose, préfabriquées, parce que les populations ont besoin de se remettre, de repartir sur une autre base. Avant que cette commission revienne et apporter ce qu'elle a à faire, les solutions. On va voilà permettre à chacun de vous pour conclure cette émission de dire un dernier mot en 30 secondes. Jean Bonnet, votre dernier mot au nom de Fier. Je voudrais remercier le président de la République d'avoir compris que l'action solitaire, précipitée et inhumaine du gouverneur du district aurait pu embraser le pays. Voilà. Il y a des pays où, parce qu'on a augmenté le prix du pain à 5 francs, ça crée des émeutes. Il y a des pays où, parce que quelqu'un cherchait du travail, on lui a refusé du travail, il s'est immolé et ça fait tomber un gouvernement. Donc, cette action-là aurait pu mettre à mal la cohésion nationale, aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Et donc, il faut féliciter le chef de l'État d'avoir compris ça rapidement et d'avoir mis en place donc une coordination de ces actions. Maintenant, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour toutes ces personnes qui sont à la rue? Et là, comme elle a dit, il faut parer au plus urgent, c'est les reloger, c'est les recaser, si possible sur les sites, parce que, vous savez, on parle de sites, de quartiers précaires, de sites insalubres. Mais en fait, c'est précaire, c'est insalubre, parce qu'on n'a pas fait les investissements d'assainissement qu'il faut. Si on avait fait ces investissements, on ne dirait pas qu'ils sont insalubres. Si vous prenez la rue Ministre à la Riviera, quand il pleuvait, ben, c'était les inondations. Vous prenez ce qu'on appelle le carrefour Mel Théodore, quand il pleuvait, c'était les inondations. On a fait les investissements qu'il faut, ben, le problème est réglé. Donc si vous faites les problèmes, vous réglez les problèmes d'assainissement, de VRD dans ces quartiers, ça règle 90% des problèmes. Voilà. Donc voilà ce que je veux dire. À la suite de mon frère Bonnet, je voudrais remercier le président de la République. Je le remercie. Parce que pour ceux qui sont des analystes, ils savent où le président de la République va. Il est en train d'aller,
il a pris la posture d'un bon père de la nation. Et nous comptons sur lui pour qu'il recase non seulement les gens qui sont là, et qu'il fasse des travaux d'assainissement sur les sites. Et pour une justice sociale, on redonne aux gens qui sont en pleine propriété leur terrain. Et avec l'indemnisation, les gens pourront reconstruire leur maison. Et je pense qu'il aura tout gagné. Florence Davis, on termine avec vous. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je vais me rapprocher de mes deux frères en disant merci encore au président de la République qui, de façon prompte, a réagi. Et merci pour cet acte-là. Mais en même temps, c'est une proposition. Le fait de s'acharner sur la GESCO et Bouri-Bana, pour moi, devrait amener les membres du gouvernement à ressortir tous les autres dossiers de déguerpissement et de tabler sur la même question. Parce qu'ailleurs aussi, il y a eu des élèves qui ont dû perdre l'année scolaire, d'autres sont partis au village. Et il y a un cas qui m'a choqué. Il y avait un petit garçon qui était à Koumassi, avec ses trois frères. Les pères les a ramenés chez une tante à Yopougon. Et donc, j'avais eu cette initiative de demander pendant une réunion, que deviennent vos enfants? Et les femmes m'ont dit, nos enfants ne vont plus à l'école parce que je vendais de la banane pour inscrire mon fils. Je faisais ceci, là, parce que vous savez que dans ces quartiers, il y a du commerce, il y a du tout. Et donc, j'ai initié, je dis, écoutez, mettez le nom de vos enfants et les classes, l'école et tout ça, et combien il vous reste à payer. Moi, je vais faire le premier pas, et après, remettre le dossier, soumettre aux membres du gouvernement, surtout au ministère de l'Éducation nationale, Solidarité, Femmes-Enfants et tout ça. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis mise à payer. Les premiers, je faisais le tour des écoles. Ma journée était pour les autres. Chaque matin, on m'appelait pour me dire, maman, finalement on m'appelait maman. Maman, on vient de me chasser de ma classe. Et je prenais ma liste, je me promenais partout avec cette liste, 74 élèves. Et je prenais, je le faisais. On a vous souhaité qu'on puisse ressortir. Ah ben oui, il le faut. Ah ben oui. Pour permettre... Excusez-moi, mais ce petit garçon des loges, il part à Yopougon vivre avec une tante. Je paye la scolarité. Ils étaient 3. Je paye la scolarité de 2 parce que l'autre était à Daloa, il était en classe d'examen, en 4e. Donc, je paye la scolarité, je vais en voyage, je reviens. L'enfant n'a pas pu aller à l'école, il est décédé après l'installation. Mais j'ai pleuré. Mais c'est incroyable. Triste histoire. Triste, ce petit garçon. Donc, j'aimerais qu'avec cet élan de conscience qui est en train de se répartir à tous les niveaux, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau des populations, et même au niveau des déguerpis, parce qu'ils comprendront que d'aventure, il faille prendre plus de dispositions pour se reloger, être beaucoup plus chose, mais en même temps, ressortir tous ces anciens dossiers de déguerpissement, passant par les constructions de métro, de routes, parce que de façon anarchique aussi et injuste, il y a des dédommagements qui se font et qui ne respectent même pas les conditions de droit de l'homme. Absolument. Alors c'est donc la fin de ce numéro de la météo politique. Je rappelle que nous parlions de la situation donc, des déguerpis, des déguerpissements tragiques, on peut le dire, qui ont eu lieu récemment dans le quartier de la GESCO à Yopougon et de Bouri-Bana dans la commune de Atekoubé. Et nous avions donc sur ce plateau Jean Bonnet, président de l'association Fier, Liadé Georges, expert immobilier agréé, et Florence Davis, président de l'ONG Children's Environment Foundation. Merci à tous d'avoir été là. On va se dire au revoir et on espère se retrouver très bientôt pour d'autres sujets d'actualité.